Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extraterrien dédié à la nutrition sportive. Chaque mois, avec notre partenaire NutriPure, on répond à vos questions et on va aborder des sujets dans le but de vous faire progresser dans votre pratique sportive, mais aussi devenir une meilleure version de vous-même et d'avoir un rythme de vie plus sain, plus reposé et trouver votre équilibre autour de votre pratique, notamment en activant le levier de l'alimentation, de la nutrition. Euh, et pour ça, aujourd'hui, je suis accompagné de ma nutritionniste préférée, Marie. Salut Marie, comment vas-tu? Super, merci et toi? Bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que j'avais envie de rentrer vraiment dans le fond du sujet sur la course à pied et les besoins de complémentation ou non pour les coureurs et les coureuses. Donc c'est un épisode qui va être quand même assez spécifique, assez orienté course à pied. On va essayer de, on va dire, couvrir le spectre assez large du demi-fond jusqu'à l'ultra-endurance. Peut-être, est-ce que, pour commencer un petit peu mettre les pieds dans le plat tout de suite, est-ce que tu remarques, toi, en tant que nutritionniste, vu que tu vois souvent des athlètes de haut niveau et que tu les accompagnes, est-ce que tu vois souvent des besoins nutritionnels spécifiques pour les coureurs ou les coureuses? Oui, alors pour le coureur ou la runneuse, effectivement, on a une dépense énergétique déjà qui va être plus importante. Donc, nécessairement, les apports alimentaires doivent être adaptés en conséquence sur les différents macros que sont les glucides, les lipides, les protéines, mais également au niveau micronutritionnel où on va avoir des besoins qui vont différer. Je pense notamment pour la femme, l'apport en fer. On remarque actuellement chez les coureuses 30 à 50% d'anémie, donc ce qui est quand même très important, de par le cycle menstruel bien évidemment, mais également l'impact qu'induit la course à pied. Également, on va avoir le magnésium, où on va avoir des besoins un peu différents. La vitamine D, où on a un risque de carence aussi, qui est plus important. 80 de la population est carencée, hein, à ce niveau-là. Donc là encore, être vigilant sur cette partie puisque ça va directement influencer la santé osseuse de nos coureurs ou coureuses et également, on va avoir tout ce qui va être oméga 3 qui vont avoir des propriétés plutôt anti-inflammatoires pour les athlètes. Ok, donc je retiens fer, magnésium, vitamine D et oméga 3 à retenir en priorité. C'est ça, sur la Mhm. partie micro. Après, sur la partie macro, c'est plus parfois les protéines qui sont sous-estimées chez les sportifs d'endurance. On met plutôt l'accent, on parle beaucoup des glucides, mais il ne faut pas négliger tout le côté protéines qui interviendra dans la récupération musculaire. Ok. On va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut se faire un test, peut-être, avec, un médecin, un nutritionniste, une prise de sang. Est-ce que avant justement d'en arriver, à la prise de sang, il y a des petites choses que, les athlètes, les sportifs, les sportives peuvent faire par eux-mêmes, un peu de leur côté? Au niveau alimentaire, tu veux dire? Ouais, ou pour se tester en fait, pour se tester, notamment pour voir s'il peut y avoir des signes avant-coureurs de carence ou de besoins nutritionnels à adapter. Bien sûr, alors effectivement, il y a des indicateurs, tels que la fatigue, qui peut déjà, être le premier signe d'alerte d'une carence éventuelle, des troubles du sommeil, s'il y a des difficultés d'endormissement ou des réveils nocturnes, ça aussi, ça peut mettre en garde sur, la récupération qui est altérée et qui peut influencer ensuite les performances. Hem Également, on peut, bah, je pense le grand classique du magnésium quand on a la paupière qui saute un petit peu, c'est également, une petite alerte à prendre en considération. Mmh. Heu, Globalement, ça va être, ces signaux-là qui peuvent déjà alerter sur, oui, un bilan sanguin pour creuser parce que, bah, le fer, ça va induire une fatigue plus importante donc de vérifier qu'il y ait pas d'anémie pour la femme et Mmh. globalement, ça va être ça, oui. OK. Si je veux passer à l'étape, du test, peut-être avec, du test sanguin avec un médecin, Mmh. hem, soit, parce que je suis après une course justement et que j'ai envie de faire un petit peu un check-up ou je démarre un plan d'entraînement. Qu'est-ce que je dois demander à mon médecin? Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques? Est-ce qu'il y a des marqueurs spécifiques à demander pour, ces tests sanguins? Alors, pour le bilan sanguin, le médecin va faire un check assez général en prenant en compte la glycémie, les triglycérides, tout ce qui est cholestérol,
Mais ce Mmh. qui va être intéressant pour le sportif à creuser, c'est toute la sphère micronutritionnelle, de regarder, comme je le disais, donc le fer, la vitamine D, la thyroïde aussi pour la femme, d'être sûr qu'il y ait pas d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Heu, Toute la partie aussi, rénale, bon fonctionnement rénal, avec, ce qu'on appelle le DFG, le débit de filtration glomérulaire qui va être observé sur le bilan sanguin. Globalement, le médecin fait la prescription de sorte à ce qu'il y ait un check, vraiment complet et qu'on Mmh. n'oublie rien. Ouais, ne pas oublier de lui dire qu'on fait beaucoup de sport à son Oui. médecin, parce que ça peut aussi lui donner des indicateurs de ce qu'il faut checker. Le taux de cortisol aussi, peut-être, ça peut être intéressant Oui, pour l'hormone les du athlètes? stress, la testostérone, on peut la mesurer aussi. Ouais. Donc c'est des bons indicateurs, complètement. Le stress, s'il est trop élevé, ça a une incidence négative sur la croissance musculaire et sur la performance aussi. Donc faut regarder qu'on soit bien dans des valeurs de référence et qu'il y ait pas de même ça peut être un des premiers symptômes d'un burn-out sportif, un taux de cortisol qui est vraiment trop élevé par rapport aux valeurs de référence, ça peut donner des indications, sur ça. OK. Quand on regarde les besoins spécifiques, des athlètes en endurance, est-ce que, il y a des micronutriments qui sont particulièrement importants? Hem, Soit, justement dans, tout le processus justement de création d'acide lactique, ou du lactate pardon. Hem, Est-ce que ouais, voilà, il y a certains micronutriments qui vont vraiment entrer en plus en jeu dans tous les mécanismes d'endurance? Sur l'endurance, va falloir être vigilant déjà pour tout ce qui va être transport d'oxygène, donc le fer, on y revient. Le Mmh. fer, il y a donc celui qui est d'origine animale, qu'on appelle donc fer héminique Mmh. versus le fer d'origine végétale qui est qualifié donc de fer non héminique, qui implique l'utilisation d'une vitamine C pour être absorbée. Donc important, s'il y a des personnes végétariennes, parmi les auditeurs, de faire en sorte que la consommation de vitamine C soit suffisante pour absorber en fait les bénéfices du fer, donc d'origine végétale. Ça, c'est la première chose. En parallèle, on va pouvoir être vigilant également sur le magnésium qu'on va retrouver plutôt dans les légumes verts à feuilles, les oléagineux, toutes les céréales, complètes. On a parlé de la vitamine D et du zinc, ça intervient, je pense que ça va intéresser plutôt les hommes, mais dans la production de la testostérone, Mmh. donc important. Vitamine D qui est directement liée à la santé osseuse puisqu'elle permet d'absorber le calcium et on le sait, hein, pour un sportif en course à pied, la fracture de fatigue par exemple, mais même une fracture osseuse, c'est tout ce qu'on souhaite éviter donc important d'être vigilant sur les apports en vitamine D dans les poissons gras encore une fois, dans le jaune d'œuf également, pour en tirer tous les bénéfices du calcium. Le zinc, lui, va intervenir plus dans la récupération, tissulaire, la cicatrisation et je crois que j'ai fait globalement le tour en termes de micronutriments. Après, tout va avoir plus ou moins un rôle à jouer. Mmh. Je pense que ce qui est important, c'est de considérer qu'il y aura pas d'aliments miracles qui vous apporteront toutes les propriétés ou les besoins nutritionnels dont on aura besoin. Donc de vraiment considérer que votre équilibre alimentaire, il se fera donc sur la semaine avec voilà des quantités adaptées en tenant compte des horaires d'entraînement et cetera. OK. On a mentionné, quelques fois les écarts peut-être, de besoins entre, les hommes et les femmes. Effectivement, nos corps sont différents. Est-ce qu'on peut juste les résumer pour bien les cristalliser? Alors, les différences, bon, déjà, ça va être l'aspect quantitatif. Forcément, Mmh. le métabolisme de l'homme est différent de celui de la femme. Donc, les quantités à individualiser, prendre en considération bah, les niveaux d'entraînement de chacun et garder en tête que la femme, et là, on peut s'adresser donc pour celles qui approchent notamment de la ménopause, il y a un risque d'ostéoporose qui est plus important. Donc, l'ostéoporose, c'est quand on a une fragilité osseuse qui apparaît tout simplement parce qu'à l'arrivée de la ménopause, on a une chute des oestrogènes. Les Mmh. oestrogènes, ils ont vraiment cette faculté à préserver en fait la masse osseuse. Donc il y a vraiment un déclin à cette période de vie sur lequel il faut prêter attention, surtout si on est sur des sports portés. On parle de la course à pied, mais ça peut intéresser les cyclistes et les nageurs. C'est des sports où il y a pas d'impact. Alors oui, il y a plein d'avantages, sur certaines blessures, mais à contrario, la masse osseuse, elle est généralement plus faible que chez un coureur qui, quotidiennement, reçoit des ondes de choc avec les impacts de la course à pied et a une masse osseuse qui est plus résistante et plus dense. OK. Très intéressant. Merci, de le préciser. Hem
Est-ce que, on a vu certains compléments, ou certains micronutriments qui avaient, directement une conséquence positive sur, on va dire les grands indicateurs de l'endurance, je sais pas, la VFC, la VO2 max? Le but, c'est pas de remplacer l'entraînement du tout, on sait que ça peut pas, mais, est-ce que les études nous montrent qu'on peut, optimiser et jouer un peu avec, certains micronutriments? Ben, je dirais même au-delà du micronutriment, toute la partie glucides qui va jouer sur la performance. Ça, les études, elles le montrent. Dès Mmh. lors qu'il y a des glucides sur les efforts d'endurance, on a un niveau d'énergie qui est plus élevé et un niveau de performance, donc in fine, qui est amélioré. Après, sur la partie VO2 max, il y a quelques études, mais ça reste encore minime. Je pense qu'il faut se laisser laisser un peu de temps à la science pour évaluer le sujet. Il y a la rhodiola safran qui, en prise isolée, ce qui est un peu contradictoire avec le discours de la plante adaptogène où généralement on préconise des cures de 3 semaines. La prise isolée de la rhodiola pourrait effectivement apporter des bénéfices sur la VO2 max de l'athlète. Et pareil, j'ai trouvé une étude sur la citrulline, qui est donc un acide aminé qui va avoir une action vasodilatatrice qui va permettre donc d'améliorer l'irrigation et l'afflux sanguin et donc potentiellement aider sur la VO2 max. Mais encore une fois, voilà, c'est Mmh. des cas un peu isolés. C'est intéressant de le savoir, mais ça tend à évoluer. Peut-être qu'il y aura Ouais. des nouvelles choses aussi, donc Bon, il y a beaucoup de recherches, en tout cas, oui. qui sont faites. On a tous envie de découvrir un peu la solution, peut-être, miracle pour remplacer nos 12 fois 400 sous la pluie en plein hiver. Mais, je pense que pour, la VO2, malheureusement, il va falloir s'entraîner. Hem, j'ai beaucoup aussi, entendu parler ces derniers temps, si tu veux, de la créatine. Plutôt alors, moi effectivement je fais à la fois du crossfit et à la fois de la course à pied. Beaucoup, d'Aerox, donc la discipline qui mène les 2. Dans le crossfit, la créatine est super populaire, on le sait. Mmh. Il y a, plusieurs expériences qui montrent, qu'il y a, de la prise de masse musculaire, qu'il y a de la prise de force. On voit des gains sur l'explosivité. Alors là aussi, ça remplace pas l'entraînement, mais ça vient C'est une aide, l'accompagner. ouais. Mmh. C'est une aide. On voit aussi qu'il y a effectivement des bienfaits sur la partie cognitive et sur le cerveau. Est-ce que, il existe, tu vois, sur la créatine, des petits, est-ce qu'il existe des études, des effets également, sur la partie un peu plus endurance? Alors sur les sports d'endurance, étant donné qu'on va être sur une durée d'effort plus importante, les bénéfices de la créatine sont pas, à l'heure actuelle, pas forcément prouvés puisque c'est tout simplement pas la même filière énergétique. Sur la créatine, on est vraiment sur les filières, en fait, très courtes et intenses. Les Mmh. efforts donc d'explosivité où on cherche à gagner en force, en puissance et comme tu l'as dit, en masse musculaire aussi puisqu'avec la prise de créatine, généralement, on observe ce qu'on appelle une rétention d'eau intramusculaire, donc un gain de masse musculaire associé à une légère prise de poids. Ça reste une rétention d'eau qualitative puisque les muscles se composent à 70 d'eau pour, rassurer les auditeurs. Mais, mais à date, sur la partie, vraiment effort d'endurance, c'est pas le premier complément vers lequel on va s'orienter, tout simplement parce que ce n'est pas la filière énergétique Mmh. utilisée dans ce type de sport. OK. Très clair. Quid un petit peu des électrolytes? Je pense qu'on pourrait en faire un épisode à part entière. Hem, à partir de quelle distance, on va dire, parcourue, ça va vraiment devenir recommandé? Tu vois, j'imagine que si on court, peut-être un semi-marathon, on peut le faire peut-être qu'avec de l'eau, peut-être à partir de quelle distance, toi, tu vas vraiment le recommander pour les athlètes? Et avec les athlètes que tu accompagnes, à partir de quel moment ça devient absolument nécessaire pour eux? Alors, je dirais pas forcément à partir de quelle distance, mais peut-être plus à partir de quelle température. C'est vrai Mmh. que les électrolytes, au plus la température va être élevée, au plus on va en perdre par le biais de la sueur. Et encore que, ce qui est hyper intéressant, c'est que on remarque que chez les sportifs entraînés, il y a tout le système sudoripare qui s'adapte et on a des pertes en fait moindres en électrolytes. C'est-à-dire que l'organisme il est en mesure de préserver, de garder le sodium dont il a besoin pour la contraction musculaire, le magnésium, etc. Donc il y a vraiment une différence entre un sujet qui débute l'entraînement où il perd extrêmement d'électrolytes avec la transpiration, la sueur, etc. versus un athlète entraîné qui, oui,
il va perdre de l'eau, mais beaucoup moins d'électrolytes, si on mesure en fait, ce qu'on retrouve dans sa sueur. Donc après, même sur un effort d'une heure, les électrolytes, ils interviennent dans tout le process nerveux, contraction musculaire, donc ça fait sens sur même une heure, à haute intensité, ça peut être intéressant, d'en intégrer. Au même titre que au-delà d'une heure trente, combiné à des glucides, on sait que ça permet d'améliorer l'absorption, d'avoir des électrolytes. Donc, il y a quand même un rôle, quelle que soit la durée, Mmh. que ce soit donc le pendant, mais surtout le après, optimiser aussi toute cette récupération nerveuse qui est quand même hyper, coûteuse et sollicitante, à l'effort. OK, ouais, donc il y a quand même un intérêt, peut-être à prendre le matin aussi peut-être? En boisson d'attente, pardon. Ouais. Hem, Effectivement, en amont d'un effort ou d'une compétition, on a cette stratégie de boisson d'attente. C'est une boisson qui est moins dosée qu'une boisson d'effort, donc on démarre généralement à 20 grammes de glucides Mmh. par litre versus la boisson d'effort, c'est plutôt 25-30 en moyenne. Donc la boisson d'attente va permettre d'épargner les réserves énergétiques, donc au niveau musculaire. On a tout notre glycogène qui va être notre carburant utilisé pendant l'effort et de l'associer à des électrolytes, ça fait sens en amont, en fait, de la compétition, être vraiment prêt pour prendre le départ sans avoir entamé quoi que ce soit au niveau énergie ou musculaire. Parfait, bon, bah, j'ai bien fait, j'ai fait une bonne stratégie, nutritionnelle avant mes aérox, récemment. Je vois de plus en plus, arriver, aussi dans le monde de la course à pied, on le voyait pas encore il y a quelques années, l'utilisation de la whey, des protéines, dans les produits un peu recovery, post-course. Moi, je vois beaucoup de questions de coureurs, tu vois, qui voient ça forcément avec un œil un petit peu surpris parce qu'ils pensaient que whey égale, gros muscles et whey égale, surtout musculation. Hem Pour quel type de personne tu vas le recommander? De peut-être, se supplémenter en protéines, à partir du moment où cette personne, elle fait de la course à pied ou de l'endurance? Alors, on va le recommander pour les personnes qui n'arrivent pas à couvrir leurs besoins en protéines par le biais de l'alimentation. OK. Il faut savoir. Tu peux les rappeler? Oui, alors déjà, les besoins en protéines, ils dépendent de 3 facteurs. Premièrement, du poids de corps de l'individu. Donc ça, Mmh. déjà, ça induit une quantité de protéines à ingérer sur la journée. Deuxièmement, de l'objectif pondéral s'il y en a un, que ce soit le développement de la masse musculaire, la perte de masse grasse ou tout simplement le maintien du poids qui a été acquis. Et troisièmement, du volume d'entraînement. En fonction de la durée, de l'intensité et de la charge d'entraînement qu'il y a sur la semaine, les trois combinés vont induire en fait une quantité de protéines à ingérer chaque jour pour l'individu. Globalement, chez le runner, on est entre 1,2 à 1,6 voire 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Mmh. Donc pour donner des fourchettes, après voilà, encore une fois, je le disais, c'est à individualiser. Donc à couvrir par son alimentation en priorité, de manière fractionnée, puisqu'on a un quota d'absorption des protéines qui est déjà défini. Donc pour pas saturer le système, entre guillemets, on va vraiment le répartir dans le temps. Et c'est là où le shaker peut être intéressant pour justement compléter ses apports et optimiser la récupération musculaire en post-effort. Il y a le côté pratique aussi. Je Mmh. viens de finir mon entraînement, je mange que dans 1 heure et demie. Voilà, j'ai la poudre sous la main, c'est assez pratique de se dire même avec de l'eau, je peux, vraiment établir mon shaker et l'associer. Là, on a développé justement le recovery pour l'endurance où on associe déjà donc les glucides à la protéine avec un ratio donc de 2 fois plus de glucides que de protéines pour, optimiser toute la récup et avec un angle vraiment articulaire puisqu'il y aura donc, collagène, glycine, donc un prisme, hyper intéressant pour le runner. OK, bon, bah, écoute, j'ai bien fait hier, après ma séance, avant de prendre mon train. C'est vrai que pour le côté pratique, bah, c'est imbattable, hein, Mmh. tout simplement et ça permet effectivement, de couvrir, bah, aussi une part de du sentiment de satiété qu'on peut avoir après un gros entraînement Mmh. et en même temps, et ben, tout simplement d'être très facilement transportable, consommable Oui. et on peut le jongler, on va dire, avec, la vie quotidienne et les aléas. Hem Est-ce que, quid des BCAA? Est-ce que ça peut être, pertinent dans la course à pied? Est-ce que tu peux rappeler aussi ce que c'est pour les auditeurs et les auditrices qui sont pas nécessairement initiés Mmh. à, ce que sont les BCAA? Alors donc les BCAA, ce sont des acides aminés, donc les composants d'une protéine, pardon. Les acides aminés qu'on appelle branchés, on va retrouver,
la leucine, l'isoleucine et la valine parmi les 3 BCA. Et pour les sports d'endurance, c'est assez intéressant pour, 2 raisons. Premièrement, ça va prévenir ce qu'on appelle le catabolisme musculaire, c'est-à-dire que sur des efforts de très longue distance, l'organisme, il a un besoin qui est énergétique, qui est tellement élevé qu'il va commencer à dégrader parfois, j'abuse un peu, mais au niveau musculaire, si on est vraiment sur plusieurs jours d'effort et qu'on n'a pas d'apport alimentaire suffisant, bah, il va chercher l'énergie là où il peut. Donc ça, c'est la première raison des 1 utilité des BCA. Et deuxième chose qui est encore plus intéressante, c'est le côté, où les BCA vont permettre de retarder le seuil d'apparition de la fatigue. Ils viennent en fait, biaiser un petit peu le cerveau à l'effort et se placer sur des récepteurs qui font que la perception de la fatigue, elle est un peu retardée, donc aller un peu plus loin dans l'effort et OK. améliorer aussi la perf. Avant une course, du coup? Pendant, ça va être plutôt Pendant. pendant, on le retrouve dans notre boisson d'effort, on a l'association glucides, BCA et électrolytes. Donc OK. on a le carburant, le côté je retarde la fatigue et le côté où je viens compenser les pertes par le biais des électrolytes. OK, d'accord. Je savais pas qu'on pouvait le prendre effectivement, durant l'effort. Je pense que ça peut être, hyper intéressant effectivement pour, les distances un peu longues, marathon ou même de l'ultra, j'imagine, du coup? Oui, bah, effectivement, on l'a décliné en version gélule ou poudre et le côté pratique de la poudre, c'est qu'on peut l'introduire dans la boisson d'effort. À noter qu'il y a un petit goût amer avec les BCA. Donc on Mmh. l'intègre généralement avec un peu d'arôme myrtille, mais dans le longue distance, c'est déjà associé donc avec glucides et électrolytes, sans problématique de goût. Qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt sur la partie, digestive? Bon, j'ai accueilli, beaucoup, d'ultra traileuses et d'ultra trailers, sur Extraterrien. Une fois, il y a eu une phrase, qui m'a beaucoup marqué, d'un coureur qui me disait: L'ultra, c'est un tiers dans les jambes, un tiers dans la tête et un tiers dans l'estomac. On voit que c'est un sujet qui est particulièrement difficile à appréhender pour les sportifs sur de l'ultra, parce que notre corps n'est tout simplement pas fait pour, courir pendant, plus de 20 heures et encore plus, on va dire, pour, le bas du peloton avec, tout le respect que je dois aux coureurs qui font des très longues distances. On voit qu'effectivement, il y a beaucoup d'abandons qui sont dus, aux troubles digestifs. Est-ce que alors on a fait tout un épisode justement pour, recommander les bonnes pratiques, pour l'anticiper, hem, mais au niveau complément, qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire, en palliatif pour soigner ou peut-être même pour, récupérer après, justement, soit une course qui a été un peu, traumatisante pour, l'estomac? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors oui, les problématiques digestives, c'est un gros sujet puisque c'est la première cause d'abandon en compétition. Donc je pense que c'est intéressant d'avoir un temps d'avance et de bien préparer vos intestins. Mmh. Pour cela, on va préconiser donc la glutamine qui est un acide aminé, à la fois le plus présent au niveau musculaire, mais surtout, intéressant pour son action cicatrisante pour la muqueuse intestinale. Donc ça va permettre de faire un peu peau neuve, police au niveau des intestins, de retrouver une imperméabilité intestinale et d'éviter les désagréments qu'on pourrait, percevoir à l'effort, avec tous les impacts qui induisent, bah, parfois même des micro-saignements, au niveau intestinal. Et en deuxième intention, une fois qu'on a intégré donc la glutamine, de réensemencer les bons micro-organismes avec des probiotiques pour être en symbiose avec nos intestins et limiter du plus possible le risque de troubles, qu'on pourrait, y retrouver. OK. Hem, Quid des crampes? On entend tout un petit peu, leur sujet. Je sais que ça a un peu changé. Heu, Là aussi, l'alimentation, la nutrition, ça peut, avoir un impact directement sur les crampes. J'imagine que si j'ai des crampes, c'est déjà trop tard, mais comment est-ce que je peux, comment est-ce que je peux sauver les meubles? Alors, les crampes, il faut savoir que c'est multifactoriel. Mmh. Généralement, ça survient quand on est sur un effort qui est inhabituel ou trop intense. Donc la stratégie déjà, c'est de s'entraîner, j'ai envie de dire, de travailler sur l'effort qu'on va affronter. Bien s'hydrater, effectivement, les électrolytes, ils vont jouer, hein, dans la contraction musculaire et cette notion de progressivité dans l'entraînement parce que c'est vrai que maintenant on se lance des défis, toujours plus longs, toujours plus fous, mais on oublie un peu les étapes, pour appréhender et préparer en fait le corps à tout ça. J'ai pas expérimenté, mais j'ai entendu que le jus des cornichons serait hyper efficace contre les crampes. Non, mais via, des sources fiables, hein, et apparemment, l'acidité en fait ça pourrait,
combattre les crampes. Donc je l'ai pas testé enfin, j'ai pas eu l'occasion d'avoir des crampes encore. Mais mais en tout cas, ça peut être un tips qui a priori, peut être assez intéressant. OK, donc c'est quand tu dis le jus, c'est l'eau qui Oui, est enfin dans oui, la le boîte. OK. pas presser le cornichon non plus, mais Mmh. oui, effectivement, ce qui mélange, oui, exactement. OK, La solution, d'accord. qui est quand même très salée aussi et acide, en fait. C'est OK. le Et quid des trailers et des traileuses qui prennent des pastilles de sel là justement pour les crampes? Est-ce que ça peut aider? Alors l'inconvénient de la pastille de sel, c'est qu'elle est, à mon Mmh. sens, surdosée en sodium et là, au niveau digestif, ça peut Ah. être une catastrophe. Donc vaut mieux avoir des apports réguliers en électrolytes comme on l'a vu avec sodium, calcium, potassium, magnésium et cetera. Mais aussi les vitamines, vitamines du groupe B, vitamine C qui vont avoir un rôle à jouer à l'effort. Vaut mieux, voilà, être, régulier sur une prise, qu'un apport massif au travers d'une pastille. Mais regardez juste les dosages, de pas être dans un excès, parce que forcément, l'excès, c'est jamais bon en termes d'apport. Ouais. Puisque tu parles d'excès, j'aimerais un peu qu'on parle, tu vois, des idées reçues ou des a priori qu'on peut avoir, sur les compléments alimentaires. Est-ce qu'il peut y avoir des risques de surconsommation d'un ou plusieurs compléments? À partir du moment où on respecte les préconisations et dosages que l'on mentionne sur chaque produit, non, j'ai envie de dire, il y a pas forcément de risque de surdosage. Il y a le cas particulier du fer qui, en excès, peut être pro-oxydant, donc c'est important de faire toujours un bilan sanguin en amont, d'être sûr que, voilà, il y ait pas, si on est dans les valeurs de référence, on va pas chercher à se supplémenter, Mmh. au risque d'être dans l'excès, du fer. Peut-être la caféine? Ah Bon, oui, c'est très, caféine, il très y a des rare. recos, bah, c'est 300 milligrammes en général sur la journée. Ouais. Ouais, on essaye pareil de pas dépasser les recommandations, données. Si on se Mmh. tient à ce qui est Hein. indiqué, en général tout se passe bien. Après, bon, faudra pas en vouloir, mais je déconseille quand même fortement, d'essayer de le prendre en poudre Oui. ou quoi, parce que c'est des dosages, c'est hyper, le débordement est vite arrivé et là, pour le coup, les dégâts sont très graves, quoi, donc De quoi? De la de la caféine? caféine, Ah ouais, oui, en OK, prendre, OK. il y a eu Oui. quelques bodybuilders américains qui se sont amusés à Ouais, ouais. à ne pas prendre de café, mais à prendre de la caféine en poudre. Ça s'est très, très mal terminé, donc Non, mais intégrer dans un gel, par contre, ça fait sens sur un ouais, effort, exactement. long, même de nuit, hein, où Mmh. on a un niveau de concentration, de vigilance qui est hyper, important et ça peut être Déjà intéressant. prédosé, voilà. Voilà, OK. exactement. Est-ce qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, craindre les compléments alimentaires, en lien avec le dopage? J'ai le souvenir, tu vois, il y a encore, de nombreuses, années, ça ne me rajeunit pas, mais d'une entreprise qui faisait peut-être, des protéines ou je sais plus quel complément et voilà, on avait retrouvé des traces de produits dopants dans leurs produits. Hem, comment est-ce qu'on peut s'assurer que tout simplement, si on achète des compléments, bah, il y a aucun risque sur la partie antidopage? Alors, il faut être très vigilant sur la certification, donc le label Mmh. antidopage qui permet justement, pardon, de justifier la qualité du produit et On va mettre une petite, l'absence. pastille pour, le montrer. Oui, voilà, exactement, et l'absence donc de substances dopantes, pardon. Donc nous, pour le coup, le label, on est donc certifié sur toutes nos poudres et toutes nos gélules. Donc pour rassurer, voilà, les auditeurs et consommateurs, il y a aucun risque de dopage. Au contraire, voilà, on a cette certification, européenne qui, donc c'est la norme française, en fait, NFEN, 17444, qui vraiment certifie, l'absence d'utilisation donc de substances dopantes et les bonnes certifications que tout est en bonne et due forme. OK, super. Est-ce que tu vois, des fois des freins ou des réticences de la part, des coureurs, des coureuses justement à se complémenter et à aller chercher, des gains de performance via la nutrition et la complémentation? Des réticences sur la prise de Mmh. gélules ou de poudre, Ouais, tu par veux dire? exemple, ouais. Exact. Oui, je l'ai vu, mais même dans d'autres sports que la course à pied, je pense notamment à quelques rugbyman que j'ai accompagnés qui étaient assez craintifs de la prise de compléments parce que, bah, ça faisait pas partie de leurs habitudes
et voilà, ils ont pas forcément, été informés sur le sujet. Donc j'entends et je comprends complètement le fait qu'une version poudre ou gélule, bah, on l'associe parfois un peu aux médicaments, à la pharmacie, donc ça je comprends effectivement qu'il y ait besoin d'être rassuré et de comprendre. C'est pour ça qu'il faut le faire en connaissance de cause, d'être bien informé Ouais. sur le pourquoi du comment, les bénéfices, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, et je pense que c'est hyper important d'informer en fait, les sportifs, les consommateurs ou futurs consommateurs sur, voilà, quels sont les besoins, qu'est-ce qui justifie telle ou telle prise, pourquoi, enfin voilà, je pense que l'information c'est une bonne manière de comprendre et d'appliquer ensuite, de l'intégrer à la routine, quotidiennement. Ouais. J'imagine que les athlètes de haut niveau, ils ont peu de difficultés à intégrer dans leur routine, des nouveaux compléments, sont assez, coachables et assez, malléables pour Ça dépend du certains. goût. Il faut que le goût, il soit selon les sports, ça je l'ai vraiment, expérimenté. Les trailers, il y a aucun problème. S'il y a un bénéfice perf, quel que soit le goût, ils foncent. Les sports collectifs, parfois, il y a un besoin que le produit soit quand même bon et Mmh. plaisant. Voilà, chacun a sa vision après du sport, de la perf. Mais pour le coup, lors de l'UTMB, il y en a plusieurs qui m'ont dit: «Moi, quel que soit le goût, j'y vais, je fonce», et après dans d'autres interventions, voilà, il peut y avoir de la réticence. OK. C'est vrai que je vois bien, les coureurs, les triathlètes, aussi être très ou Oui. même les cyclistes, être très, très carrés par rapport à tout ça. Mmh. Ça reste, peu évident, tu vois, de l'intégrer dans sa routine quotidienne et tout. Est-ce que tu as des petits conseils, des petits tips pour, que ça devienne plus facile? Parce qu'effectivement, on pourra mentionner un petit peu un starter pack, pour ceux et celles qui veulent s'y mettre ou en tout cas avoir les produits un petit peu basiques. Ça voilà, ça peut demander de passer un cap, de prendre, quelques gélules, chaque jour. Comment on peut rendre ça, un petit peu plus facile et pour passer le pas? Encore une fois, je pense, bah, y voir un intérêt, un bénéfice dans le sens où identifier vraiment en amont ses priorités. Faire en sorte Mmh. que le sportif ou la sportive, ait en tête ses objectifs et qu'elle détermine en fait qu'est-ce qui la freine actuellement, dans sa pratique, ou vers quoi, enfin qu'est-ce qu'elle souhaite, développer, améliorer. Donc on en revient sur les mêmes thèmes, mais effectivement si, il y a de la fatigue, des problèmes de sommeil, de digestion, des douleurs, des blessures, du stress. Tout ça, c'est des facteurs qui vont conditionner, ou non la prise de compléments. Donc faut vraiment individualiser la prise en charge, optimiser déjà les fondations santé et l'assiette, l'alimentation bien évidemment, l'hydratation. Donc faire en sorte déjà que tous les feux soient au vert et que les piliers de la performance soient respectés avant même, voilà, d'intégrer l'aspect complément, mais ça reste quand même du cas par cas et de l'individuel. OK. Bah, bon, tu fais bien de le répéter. Je vais faire le mauvais élève et je vais te demander de donner, peut-être, allez, un pack un peu générique, tu vois? Qu'on pourrait, bon, en tout cas, que tu recommandes un petit peu souvent. Mmh. Si on doit retenir, peut-être 3 compléments, tu vois? Qui sont, vraiment utiles et que tu as recommandés à d'autres coureurs, quels sont ceux que tu recommandes, les 3 que tu recommandes le plus souvent? Les 3 que je recommande le plus souvent, alors ça dépend de la période de l'année, mais c'est vrai que Mmh. je fonctionne beaucoup avec la saisonnalité. Disons qu'on Là, est, peut-être, on est au beau jour, hein, on est au printemps. je suis en Heu prépa marathon là, Là, tu es en prépa marathon, bah, moi je mettrais l'accent sur, une prévention des blessures, donc un collagène. Bon, vitamine D pour le coup, là, elle est moins pertinente, tu vois? Mais l'hiver, ça aurait fait sens de l'avoir pour la santé osseuse, l'immunité. Donc je mettrais, oui, collagène, un magnésium pour, ta récupération, à la fois sur le côté musculaire, mais aussi la gestion du stress, l'endormissement, parce que tu vas avoir mmh. une charge d'entraînement importante. Et le troisième, si là, tu pas de de problématique particulière, on considère, Bah, je commence à vieillir un peu, tu vois? Ouais. Donc c'est les articulations que je Donc, commence à sentir, donc un peu, tu vois, dans une dynamique un peu anti-inflammatoire. Moi, c'est plutôt oméga 3. j'allais te dire, voilà, j'allais te parler Voilà, des oméga mais 3. Dans notre pack incontournable, on a le multi-magnésium oméga 3. Après, oméga 3, ça dépend aussi de tout ce que tu consommes au niveau alimentaire. Si tu es soucieux, des petits poissons gras, des huiles, colza, noix, lin. Mais pour le coup, chez le sportif, il y a quand même des besoins, plus importants de par l'inflammation, l'acidité qui est mmh, générée à l'effort.
Donc ça serait pourquoi pas, magnésium, oméga 3 et collagène pour, ton starter pack. Et ben, allez, c'est parti. Plutôt en recommandation, du coup, plutôt le matin, si on a envie de s'y mettre? Alors du coup, là, on est plus sur un pack que tu peux prendre le soir Le avec soir? le magnésium qui Et le va t'aider collagène? sur la récup, le collagène pareil, la récupération plutôt en nocturne. Les oméga 3, tu peux les prendre, sur les différents repas de la journée, ça, il y a pas d'incidence. OK. C'est pas toujours, facile à lire pour, les personnes qui s'y connaissent peu, tu vois, sur ce marché-là. Est-ce qu'il y a des labels de qualité? Est-ce que, on il y a des choses qui permettent d'orienter le consommateur pour, faire un achat, intelligent et un achat sain surtout? Oui, alors c'est important de regarder déjà le cahier des charges un petit peu de la marque, voir, l bon les différents, labels qu'il va mettre en avant. Je pense là on vient de citer les oméga 3. Nous, c'est vrai qu'on a le label EPAX qui est de haute qualité, qui permet de justifier vraiment, une enfin la meilleure, choix en termes d'huile et derrière une utilisation par le corps qui est vraiment, qualitative et intéressante. Donc effectivement de regarder, les process que met en avant la marque, faire en sorte qu'il y ait le moins d'intermédiaires possible et d'être soucieux du choix des matières premières, pardon, pour apporter encore une fois la meilleure qualité possible aux consommateurs et pour ça, bah, s'intéresser quand même à la lecture des étiquettes. Les labels souvent sont mis en avant sur le devant du produit, mais derrière voir un peu Mmh. les dosages parce que des fois on peut retrouver un bon produit mais qui, est sous-dosé, donc en termes d'efficacité, ça a ses limites aussi. Donc vraiment, regarder le produit dans sa globalité et à date, on retrouve beaucoup de concurrents sur le marché des compléments, donc Mmh. d'être vigilant, de bien se renseigner, de bien se faire conseiller surtout et de pas regarder uniquement le prix, mais la qualité avant tout. Bien sûr. Et le label bio? Et le label bio, alors il y a certains produits sur lesquels on ne pourra pas avoir le label bio, tout simplement parce que la plante, n'existe pas sous une forme bio. Mais sinon oui, dès lors qu'on peut obtenir le label bio, chez NutriPure, on le met systématiquement en avant et dans notre gamme food notamment, tout est labellisé bio, sans gluten. On a un cahier des charges encore une fois qui est très strict pour avoir la meilleure qualité possible. Merci, beaucoup pour cet épisode très dense, très riche, mais sur lequel, bah, j'espère on vous a apporté beaucoup de valeur. On refera des épisodes effectivement, dédiés, probablement à la course à pied, au sport d'endurance. N'hésitez surtout pas, si vous avez, des questions, si vous avez envie de partager votre cas, votre situation, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire, soit de la vidéo sur YouTube, soit sur Spotify. Maintenant, il y a une option, commentaires qu'on adore et on y passe souvent pour vous lire, ou enfin tout simplement à nous envoyer les questions sur Instagram. On se fera un plaisir de vous lire sur les prochains épisodes. Si c'est toujours pas fait, bah, bien sûr, mettez 5 étoiles pour le podcast, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à nous faire connaître. Et puis on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode sur la nutrition sportive. À plus. Merci.